Bonjour, bonsoir pour cette dernière table ronde de la journée. On va s'intéresser à l'intérêt public. Donc ça va être plutôt la question de la relation au public qui va être évoquée avec nos invités de ce soir. Je vous présente Richard Nérou, responsable des publics au CRAC Alsace, donc Centre rhénan d'art contemporain d'Alsace, qui est situé à Altkirch. Oh là là. T'as décalé ta chaise en fait. À Altkirch. Quel dynamisme. Raquel Borghi, donc enseignante-chercheuse, avec beaucoup d'autres activités à ses cordes, à son arc, voilà, d'autres cordes à son arc. Et puis Camille Grasseur, qui est elle aussi chargée des publics au CAC, la synagogue à Delme, qui est située dans la campagne. Voilà, donc ça va aussi faire un lien finalement avec la table ronde précédente. Et je vais te laisser un peu commencer à nous expliquer un peu de ce qu'est ton métier et comment tu le considères, comment tu t'en empares de cette question de la relation au public, comment aussi peut-être tu travailles en amont avec les artistes pour essayer d'intégrer voilà, ce discours, cette médiation envers les publics. Oui, merci. Alors, je suis donc Camille Grasser et je travaille au Centre d'art contemporain, la synagogue de Delme, en tant que chargée des publics et de l'accueil depuis 2015. Et je coordonne aussi les résidences d'artistes de l'Indre basse. Peut-être pour resituer rapidement le centre d'art aussi, pour essayer de comprendre un peu ma manière de travailler la médiation dans ce contexte. Le centre d'art donc, a la particularité d'être dans une zone rurale, à Delme, un village d'environ 1200 habitants. C'est à peu près à 40 km de Metz et de Nancy. Et aussi, il est situé dans un... oui, des petites perturbations. Et aussi, donc, il est situé dans une ancienne synagogue qui date de la fin du 19e siècle et qui est toujours la propriété du consistoire israélite de Moselle. La commune de Delme a un bail amphithéotique de 99 ans et elle nous prête à notre association, le Centre d'art, l'espace pour les projets d'exposition. Donc c'est un lieu qui a une charge symbolique encore très forte et qui a une architecture aussi extrêmement marquée. Donc ça compte aussi beaucoup dans le cadre de nos projets. Et donc on a à peu près 3 expositions par an qui durent 3 mois. Et donc des artistes qui sont invités par notre directeur, Benoît Lamy de la Chapelle, qui est le commissaire d'exposition. Et donc l'artiste, en quelque sorte, carte blanche pour imaginer un projet dans cet espace. Donc il vient au centre d'art pour découvrir les lieux. Et en fonction de son ressenti et de son univers, il va vraiment penser des pièces nouvelles, un projet d'exposition globale dans ce lieu. Donc on se positionne en tant que laboratoire de recherche. On est plus qu'un espace d'exposition, un espace de production et d'expérimentation. Donc on expérimente, on teste beaucoup de choses dans nos lieux. Et en tant que chargée des publics, je dirais que j'ai un rapport vraiment privilégié avec les artistes qui viennent présenter un projet qu'on accueille, puisque on est amené à les rencontrer, en fait, même toute l'équipe, au fur et à mesure du projet. Il évolue, le projet, d'ailleurs, entre le moment où l'artiste il vient sur place et le moment où il vient le monter dans l'espace. Il y a toute une temporalité qui fait que le projet varie en fonction des échanges sur l'aspect technique. Et donc, moi, en tant que chargée de public, je profite de ces moments-là de présence de l'artiste pour justement échanger avec lui sur son travail. Et donc mon rôle va être de l'accompagner dans toutes les étapes de son projet, que ce soit en amont en fait, au moment de la conception, de la production, où la question de la médiation peut se présenter aussi. Et une fois que le projet il est finalisé, je dirais dans l'espace où c'est pas la fin, et au contraire s'ouvre encore beaucoup de possibilités, et mon rôle est là aussi. Voilà, peut-être pour commencer. Oui, et moi j'ai une interrogation parce que Delme c'est un petit village, enfin c'est un village, et comment vous travaillez cette relation avec les habitants
Est-ce que aussi parmi les artistes qui sont invités, il y a cette sensation d'être dans un lieu quand même assez réduit, on va dire, avec voilà, c'est assez compliqué quand même d'aller à Delme en fait parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc comment vous tissez les liens avec l'environnement direct du centre d'art et comment vous travaillez ce lien-là? Alors c'est vrai que la question de l'accessibilité, elle est très forte en milieu rural par rapport à ce que tu évoques, la question de se rendre sur place. Donc c'est peut-être quelque chose que je vais évoquer dans le cadre d'une expérience avec un artiste justement, puisqu'en fait le lien va se construire étroitement en lien avec les projets. Quand on parle de la programmation du centre d'art, on l'imagine, en tout cas depuis les débuts du centre d'art depuis 1993, donc ça fait aussi, il y a toute une histoire aussi de ce lieu. Elle est pas envisagée en fonction d'un contexte. C'est-à-dire que les différentes directions ne vont pas adapter les contenus d'un projet ou le choix d'un artiste en fonction d'un territoire. En revanche, cette spécificité territoriale, elle nous amène à nous pencher avec vraiment beaucoup d'attention sur cette question de la médiation, justement. Et du coup, toutes les actions du service des publics vont être menées dans ce sens et sont fortement liées aux expositions. Et c'est vraiment prendre le temps de construire un programme aussi et de s'intéresser aux habitants, de s'ancrer dans un territoire. On ne peut pas ne pas faire avec l'espace dans lequel on vit. Et parfois, dans le cas de certains projets, donc ce sont les artistes qui vont être initiateurs de liens. Donc, est-ce que je continue sur mon expérience ou je laisse... Il y avait Matteo Ruby, parce que je pense qu'après on pourra rebondir aussi avec Richard et la spécificité d'Alkirch aussi, qui est un territoire bien particulier. Mais moi, je me souviens de cette exposition de Matteo Ruby, qui était très participative et qui avait travaillé avec les enfants, notamment des écoles de Delme, et qui avait aussi participé à la Saint-Jean. De la Saint-Jean. Voilà. Tu peux peut-être expliquer un peu mieux le projet, le processus de travail, et si voilà, c'est une expérience. Voilà, comment toi tu as ressenti aussi cette expérience? Alors, ouais, on va parler de ce projet-là de Matteo Ruby, qui est un bon exemple justement pour créer du lien, travailler en local avec les habitants, faire avec. Et donc Matteo Ruby, c'est un artiste italien qui a été invité par Marie Bechtoile, qui était alors commissaire d'exposition au Centre d'Art. Et donc Matteo, il a l'habitude de travailler sur des projets collaboratifs dans tous les lieux dans lesquels il est invité. Donc il fait participer les habitants d'un territoire dans un projet commun. Et donc son projet à Delme s'intitulait Voyage dans la mer perdue, c'était en 2017. Et donc il est revenu à une époque très lointaine, il y a 200 millions d'années, un retour dans le temps, c'était à l'ère du Jurassique, où Delme à l'époque se situait dans l'actuel emplacement du Sahara avec des mers très chaudes. Et donc il est revenu sur une histoire locale et il a essayé de faire que les habitants se réapproprient cette histoire locale qui est encore extrêmement présente dans le territoire, parce qu'il y a beaucoup de traces de cette histoire, avec la présence du sel, par exemple, dans le sol, qui a fait la richesse du pays du Saulnois, le pays du sel, avec l'extraction du sel aux salines royales de Dieuze, par exemple, des fossiles qui sont encore sous le sol, les étoiles de Sion, par exemple, qui sont des animaux qui vivaient à cette époque. La côte de Delme, qui est une butte témoin avec une flore vraiment atypique, proche des espèces qu'on retrouve en Méditerranée. Donc tout ça, c'est encore très présent sur les sols. Et donc il a, on va dire, invité les habitants du territoire à participer à ce projet, à se projeter dans ce passé lointain et à le fantasmer avec lui, en fait. Donc pour ce faire, il a imaginé en fait un coucher de soleil sur la mer perdue de Delme.
Et il a conçu 3 types d'ateliers, des workshops, pour créer les œuvres de son exposition. Plus qu'une expo participative, il parle vraiment d'une expo collaborative. Et donc, par exemple, le premier atelier, c'était sur la création du soleil. Donc là, il a réalisé un tutoriel dans lequel il se met en scène, qui a été remis aux enseignants de Delme et qui se sont appropriés cette vidéo avec leurs élèves pour créer les différents morceaux du soleil, donc sur des feuilles de papier A4, qui ensuite ont été assemblés par l'artiste comme un puzzle pour former ce soleil qui était fait de papier et suspendu dans l'espace de la synagogue. Donc on a récupéré 500 dessins. Pour le deuxième atelier, c'était la création de l'environnement sonore à travers des bruitages pour s'immerger dans le milieu de la mer. Et donc là, c'est l'artiste qui a mené les ateliers avec différentes classes des écoles de Delme, du collège aussi. Et donc il était présent pour ce faire. Et c'était assez drôle parce que certains élèves n'avaient jamais vu la mer. Donc il fallait aussi se projeter et s'imaginer les bruits à travers les images qu'ils en avaient, les sons qu'ils avaient entendus dans leur vie, à travers des films ou peu importe. Et le troisième atelier, pour faire rapide, c'était un atelier sur les animaux qui peuplaient ce monde étrange. Donc des dessins qui ont été réalisés aussi par des élèves, qui ont été remis ensuite au lycée agricole de Château-Salins, qui ont établi 5 typologies d'animaux avec toute une cartographie sur leur comportement, leur mode de vie. Et ces dessins ont ensuite été remis à des artistes qui ont travaillé avec l'artiste, Matteo Rubi, pour créer des costumes qui prenaient place ensuite dans la synagogue. Et donc les costumes pouvaient être portés par les visiteurs ensuite et donc prendre un rôle actif à travers leur corps dans l'espace en portant ces costumes. Donc ça a été une expo qui a demandé un gros travail de coordination, en tout cas de ma part, et ça m'a permis de mettre en avant ma connaissance du terrain aussi, les acteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, puisque les liens avec les enseignants se tissent depuis des années. Et donc le fait de connaître et qu'ils me connaissent, ça a facilité aussi la mise en place de ce projet qui s'est fait en très peu de temps. Et puis niveau logistique et la création de planning aussi pour faire tous ces ateliers avec l'artiste. Donc ça a été vraiment un énorme travail de coordination et finalement en tant que chargée des publics, j'ai été impliquée dans la production aussi de cette exposition au même titre que les élèves dans la création de la matière qui a donné les œuvres. Donc ça a été un gros travail de cette manière-là. Et puis l'artiste a ouvert l'espace d'exposition aussi à l'espace public par rapport à cet événement du feu de la Saint-Jean qui est une fête traditionnelle dans la région dans laquelle on se trouve. Dans beaucoup de villages, on retrouve ce feu de la Saint-Jean. C'est issu de fêtes païennes pour fêter le solstice d'été, donc des grands rassemblements de population autour d'un bûcher où on va le mettre feu pour, on va dire, enlever les mauvais augures pour les années qui arrivent. Et donc Matteo a imaginé donc une mise en scène de ces costumes dans l'exposition. Donc les participants ont porté les costumes, ont été amenés à jouer des rôles dans la synagogue. Et puis on est sorti de la synagogue et là il y a eu une procession avec les costumes portés dans le village jusqu'à cet espace du feu de la Saint-Jean. On a retrouvé en fait la population locale pour cet événement qui rassemble. Et là, les costumes pouvaient être portés par tous ceux qui le souhaitaient. Et donc, c'était une façon de sortir des murs de l'exposition aussi pour aller s'intégrer à la vie du village. Et ça me fait penser à la table ronde précédente, Anne-Sophie Velli, qui parlait justement de cette façon de s'intégrer aussi en milieu rural. Et ça, c'est très important parce qu'il y a vraiment cette intégration, cette idée que pour se faire accepter aussi au regard de la population locale des habitants, ça compte de participer aux événements de la vie du village. Et
et au même titre que le garagiste de Delme, que les enseignants de Delme, que l'équipe du Centre d'Art, en fait, on n'est pas déconnecté de ces temps forts et on y participe et c'est se faire accepter aussi à travers cette implication-là. Et donc certains projets avec des artistes le permettent du coup. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à Richard aussi, parce que vous travaillez aussi beaucoup à Altkirch, cette notion de territoire. Notamment, je pense à l'exposition de Liv Ullmann sur les frontières, vu que Altkirch est situé aux 3 frontières entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Peut-être que tu peux aussi expliquer un peu comment vous travaillez sur le territoire. Le centre rhénan d'art contemporain. Donc, il est installé dans un ancien lycée du 19e siècle qui est devenu l'espace du centre d'art depuis les années 90. Donc, c'est les anciennes salles de classe qui sont devenues salles d'exposition dans un espace de 800 mètres carrés d'exposition qui nous amène à travailler sur tout un programme relié par différents biais à des questions de territoire. Et peut-être avant d'entrer dans l'histoire de Liv Schulman, ça amène forcément donc à situer le centre d'art géographiquement. Altkirch, c'est une ville de 5000 habitants, donc c'est un village semi-rural, mais quand même à proximité du bassin de Mulhouse, Belfort, Montbéliard, la ville de Bâle. On est à 30 km de Bâle, 30 km de l'Allemagne, de la Forêt-Noire. Ce qui donne un bassin de population assez énorme et où la question de la transfrontalité est hyper importante, sachant que le centre rhénan d'art contemporain, donc Rhénan nous rattache directement au fleuve, au Rhin, et qui traverse différents pays. Et quand on a commencé à rencontrer Liv Schulman, parce que tu voudrais qu'on parle de Liv Schulman, c'était lié à une exposition collective qu'on a qui a été commissariée par Elfie Turpin, la directrice du CRAC, en 2019, une exposition qui s'appelait « Le couteau sans lame et dépourvu de manche ». C'est une exposition le titre était tiré d'un extrait des Guerrières de Monique Wittig, auteure féministe, lesbienne, qui est née en 1934 à Dannemarie, un village à 10 km d'Altkirch. On connaissait Monique Wittig par différents biais, par nos implications personnelles et politiques. On n'avait pas assimilé que Monique Wittig était de la région et les personnes du territoire ne nous avaient pas parlé de Monique Wittig. On a découvert Monique Wittig par le biais d'une affaire dont vous avez peut-être entendu parler en 2017 par l'installation de silhouettes sexistes pour une année dite année de la femme dans le village, qui a fait valoir un procès intenté par un collectif féministe qui a eu connaissance de la chose, où donc toute la ville était parsemée de silhouettes sexistes. Donc vous pouvez imaginer les tendances des formes, et qui était aussi en corrélation avec l'installation du nom d'une rue dans le centre-ville, la rue Monique Wittig. La ville a gagné le procès, donc il n'y a pas eu gain de cause, c'est passé en Conseil d'État, il y a eu un remue-ménage par rapport à tout ça. Au Centre d'Art, on a pensé réagir d'une manière ou d'une autre. Notre première réaction a été d'acheter les livres de Monique Wittig et de se les partager, de les lire entre nous. Et on a commencé à lire Wittig avec le public. On a invité le public à lire La pensée straight. On a lu Le brouillon pour un dictionnaire des amantes, qui est une coécriture avec Sandy Zeg. On a lu des extraits de L'Opoponax et on a commencé à travailler sur cette exposition collective des Guerrières, où plusieurs artistes étaient invités, qui ont travaillé directement ou indirectement par rapport à ce livre très important qui met à plat la question du patriarcat en évacuant les hommes de la vie publique.
où on a travaillé avec des artistes comme Tarek Lakrissi, Meris Angioletti, Béatrice Santiago Munoz. On a montré des œuvres de Léna Vendray. On a montré le travail de Marnie Slater et donc Liv avait montré un travail qui s'appelle Le Gouvernement qu'elle a pu montrer auparavant au sein d'autres expositions, et elle a travaillé sur un nouveau projet qui a donné naissance à une exposition personnelle qui était une histoire de douanière apatride située à Mexico qui jouait 7 personnages de douanières qui réfléchissaient la frontière à travers l'espace du corps. Pour rentrer du coup dans la succession de cette exposition directement, donc on a continué à travailler à discuter déjà avec Liv, et dans le contexte du confinement, etc., où tout notre programme était repoussé, etc. Il se trouve qu'il y a Liv qui est arrivée dans la programmation dans ce contexte-là, où elle était en train de continuer à réfléchir cette histoire de frontières et de douanes à travers l'expérience des paradis fiscaux européens, donc des lieux avec une fiscalité opaque. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à tourner. Liv a commencé à écrire suite à des séances de travail collectif avec l'équipe sur notre expérience émotionnelle, intime à la frontière, subjective, à écrire pour mener un projet de road trip de film qu'on a tourné au Luxembourg, en Suisse, au Liechtenstein, San Marino, Monaco, Liechtenstein, et on a fait semblant d'aller à Guernesey. Les 2 personnages principaux, c'était Guilhem Monceau, qui est commissaire d'exposition indépendant, et moi, ainsi que 5 actrices provenant de chacun donc de ces paradis fiscaux qui intervenaient en visio. Donc travail d'actrice à distance, et seul Guilhem et moi et l'équipe de tournage donc avons fait l'expérience des paradis fiscaux pendant 10 jours, en pleine période où les frontières étaient censées être fermées, sans aucune autorisation de tournage, ce qui nous a valu très peu, mais finalement des expériences un peu insolites avec une agent de sécurité de la Banque nationale du Liechtenstein qui nous a vite fait évacuer les lieux après s'être frotté longuement sur la façade. Ça a été une expérience humaine aussi incroyable, qui déplaçait les rôles, qui m'investissait moi parce que il y a eu cette affinité entre Liv et moi, soit, mais c'est aussi parce que je travaille au Centre d'Art et que la relation au public allait être modifiée par le fait que j'étais à la fois dans le cadre de l'image, de la fiction, et celui de mon rôle de médiateur chargé des publics au CRAC, où on a ouvert cette exposition en temps de fermeture des lieux culturels, donc avec une porte dont la clé, la serrure n'était pas fermée, qui permettait d'entrouvrir la porte quand des personnes pouvaient venir. Et puis beaucoup de personnes sont venues sur rendez-vous, intriguées par ce projet, et qui a amené aussi des temps avec les enseignants avec qui j'ai l'habitude de travailler, les associations, l'hôpital psychiatrique, tous nos partenaires. Et donc c'est un projet qui a ouvert au début de l'année 2021. Et j'ai vu au cours de l'année, donc après 8 ans de travail au CRAC, les relations de travail modifiées avec tous nos partenaires du territoire à travers cette expérience du film et de ce travail d'acteur qui a fait gagner un capital sympathie incroyable au CRAC. Et c'est vrai que l'aspect collaboratif par rapport à Matteo Ruby n'était pas lié à une expérience parce que j'aurais pu parler davantage d'autres projets qu'on menait à des collaborations artistes-publics sur des temps de co-création. L'expérience collective, elle était avant tout avec l'équipe du Centre d'Art dans l'écriture et la participation au road trip. Après, c'est aussi dans la transformation des yeux de notre public sur un projet d'art contemporain, parce que moi je fais partie de ces gens qui utilisent le mot contemporain dans la présentation. Je pars du principe qu'il ne faut pas détourner les mots pour aussi approcher le public. Je préfère
utiliser les mots qui s'y appuient et que l'énergie qui tourne autour de ce projet et des publics soit générée autour du domaine dans lequel je travaille, le prisme de l'art contemporain, qui, c'est vrai, peut mettre à distance, mais justement, j'essaie de réduire cette distance. Mais peut-être je vais aussi laisser la parole à Michele, et je ne sais pas, peut-être qu'on abordera d'autres questions plus tard. Peut-être que, y avait, on va revenir un peu en arrière sur Monique Wittig, avec ses séances de lecture collective, comment vous les avez construites, parce que Raquel travaille aussi beaucoup sur Monique Wittig, et voilà, c'est le lien qui va. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu le processus que vous avez mis en place pour ces lectures collectives ? Donc lecture collective, il n'y a pas des lecteurs et des auditeurs, on est tous acteurs, actrices de ce projet où on invite, donc on travaille avec des associations, notamment quand on a commencé à développer ces temps de lecture collective, c'était aussi en lien avec un festival qui n'existe plus, qui est basé à Belfort, Festival Libre Regard, qui est engagé sur les questions de genre. On invite différents publics qui sont habitués du Centre d'Art à lire ensemble les livres, de faire parler la voix des textes au sein des expositions qui sont vivantes, où on a pu lire au sein de l'exposition du Couteau sans lame Les Guerrières dans sa globalité, donc 3 heures de lecture, 3h30 de lecture à haute voix. On a pu lire La pensée straight, qui est quand même un texte théorique assez dense. On l'a lu à haute voix sur une durée de 4h30. On a lu d'autres textes de Wittig et d'autres auteurs par rapport à un projet mené l'été passé avec une artiste qui s'appelle Minia Bebiani. Mais on a... on ne lit, on lit pas en spectacle, on lit autour d'une table, on fait circuler le livre et on discute de ce qu'on est en train de lire, et on fait vivre la voix d'une auteure sans ramener de la théorie avant de lire les mots qui ont été impliqués dans les textes. Donc ça donne une expérience performative qui est assez folle, dans la mesure où on est aussi ouvert au public pendant cette période-là, qu'il y a des visiteurs qui peuvent venir visiter le Centre d'Art l'après-midi, voir l'exposition, nous voir dans le café, la librairie, commencent à lire avec nous, restent 1 heure, repartent. Le texte existe au-delà de nous, donc la durée de la lecture du texte, elle va au-delà de... personne n'est obligé de participer à la globalité de cette lecture. Et on voit comment l'énergie aussi de ces textes, elle influe dans les murs, dans l'âme des expositions, dans le bâtiment et dans notre manière de travailler ensemble. Oui, merci. Moi, je m'appelle Rachele Borghi et je suis un peu out of place ici parce que je suis pas directement dans le milieu de l'art. Si on parle de chargé du public, moi, je suis peut-être une chargée du public étudiant. Et parce que je suis une enseignante chercheuse, et donc comme chercheuse, peut-être que je suis une médiatrice entre les personnes et les textes, en fait. Et en revanche, je suis plutôt une personne une flirteuse. Je flirte avec l'art et les codes de l'art. Je suis géographe, maître de conférences, et je suis interpellée par la thématique du public, plutôt l'espace public où il y a le public, c'est-à-dire où il y a les personnes en fait, qui créent l'espace public. J'ai travaillé sur le corps comme un laboratoire, en fait, comme un espace d'expérimentation et aussi un espace de résistance. Et donc, au début, j'ai travaillé sur les personnes qui, à travers des performances, donc
pas forcément des personnes qui se définissent artistes, mais des personnes qui font des performances et qui sont artistes à la fin, et qui se définissent des militants, des artistes militants, et de la mobilisation de leur corps dans l'espace public pour véhiculer certains messages plutôt radicaux. Moi, j'ai travaillé sur le mouvement post-porn et donc sur la performance comme un outil de résistance avant que de production artistique, un outil de mobilisation des corps, d'investissement du corps collectif et corps plutôt qu'individuel dans l'espace public. Et puis, j'ai, en tant que personne assignée intellectuelle, donc personne assignée et n'ayant pas un corps, j'étais obligée au début d'étudier les corps pour avoir un petit peu de découvrir en fait le corps, parce que moi, en tant que chercheuse, je suis censée ne pas avoir de corps et avoir qu'une tête, parce que dès que je rentre dans une salle, on me demande, mon corps est oublié et je dois juste parler et dire des choses et faire une conférence. En étudiant la performance, je me suis rendu compte que la performance qu'une conférence était une performance, sauf qu'une performance ne pas déclarée, une performance qui neutralise la composante performative et donc pour donner toujours l'idée de cette scientificité du savoir produit par un corps dit scientifique. Alors moi, je me suis enfuie, j'ai échappé, j'ai essayé d'échapper et à ça, cette assignation, comme à l'assignation de genre. Donc, je me suis échappée et j'ai pensé que la performance pouvait devenir non plus seulement un objet de recherche, mais que je pouvais incarner la performance, c'est-à-dire incarner mes recherches à travers la performance. Et donc, j'ai commencé à mobiliser les outils de l'art, les outils performatifs que j'avais appris dans le milieu du post-porn, dans le milieu du transféminisme, qui est devenu mon milieu de référence, mon espace collectif, mon corps collectif. Et donc, j'ai commencé à utiliser les codes de la performance pour faire ce qui est au cœur de mes recherches et de mon travail, mais surtout de ma vie, c'est-à-dire la question de la transmission. Et moi je parle jamais de vulgarisation, parce que parler pour moi de vulgarisation, ça veut dire toujours présupposer qu'il y a une culture high, en fait, de haut niveau, et une culture populaire qu'il faut vulgariser ou diffuser. Pour moi, tous les savoirs sont à diffuser et toute personne, n'importe quel est leur positionnement, doit avoir accès au savoir au pluriel. Et donc, j'ai commencé à utiliser en fait mon corps pour véhiculer mes recherches, et plutôt que continuer à travailler sur le corps, la relation entre corps et espace public, je fais de mon corps un espace public et j'ai commencé à le mobiliser dans l'espace public. Donc, par exemple, les présentations, j'ai écrit un livre qui s'appelle Décolonialité et privilèges, qui est en italien et puis traduit en français. Et en Italie, des présentations de mon livre se transforment en performance collective, comme par exemple, j'ai fait une présentation à Naples, mais avec une collective locale qui m'avait invité. On l'a fait directement sur une place dans laquelle j'ai fait un reading performatif avec la musique, parce que j'utilise la musique pour véhiculer les émotions qui sont toujours censées ne pas être impliquées dans le savoir que moi, en tant qu'intellectuelle, académicienne, je dois véhiculer, qui c'est un savoir scientifique et donc considéré complètement dépourvu des émotions. Donc j'utilise la musique et tout un tas de petits codes dans l'espace public, et donc les personnes sont impliquées directement au début dans la lecture et à la fin par une chorégraphie collective que j'ai
inventé grâce aussi au courage de travailler qui m'a été transmise par des danseuses, en particulier Marinette Doseville, avec qui je collabore justement pour Amazon, pour les guerrières. Et donc, les personnes dansent, viennent à une présentation du livre et se trouvent à danser la danse de la colonialité en passant par la divination à travers les livres. Et parce que j'ai commencé à développer une méthode en fait de divinatoire pour essayer de encourager les personnes à s'approprier les livres, donc s'approprier les lectures que souvent sont considérées difficiles et que les personnes ont quasi peur de s'approcher parfois. Et donc, en particulier avec Wittig, moi je ne travaille pas sur Wittig, mais je travaille avec Wittig, c'est-à-dire que je travaille avec le corpus wittigien pour pouvoir le transmettre à travers ma médiation. Et si vous permettez, on peut faire une petite 2 minutes de pratique divinatoire. Comme ça, je vous explique, parce que comme par hasard, on le savait. Moi, avant hier, je ne savais pas que je me retrouvais avec des personnes, avec tout le corpus wittigien. Donc, je me suis dit, là, c'est un signe, ça parle toute seule. Et en plus, ici à la bibliothèque, le seul livre qu'ils ont de Wittig, c'est ça, le brouillon, qui est le livre de la divination. Donc je me suis dit, forcément, il faut qu'on fasse une divination. Donc, je voudrais proposer déjà à Richard si on peut changer de place. Et je me permets de prendre la chaise. Et voilà, donc, je voudrais vous demander à une personne du public, si vous voulez venir vous asseoir ici et poser une question au livre. Et le livre va vous parler et vous avez énormément de chance parce que grâce à Richard, qui a porté tout le corpus, on peut aussi interroger les autres bouquins, en fait. Et on a le Brouillon de dictionnaire des amantes en allemand. Oui, je veux bien Richard, mais moi l'allemand, c'est un peu pas vraiment ma langue. Hein. Donc, on le garde ici parce que comme ça, on a l'énergie de tout le corps, hein, le corpus, d'accord. Et donc, vous pouvez venir, vous poser une question. Alors, la divination, je vous montrerai comment ça fonctionne la divination. C'est très simple. Là, vous devez poser une question. C'est vrai que vous pouvez dire oui, mais bon, je vais dire à tout le monde mes trucs à moi. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, on a l'énergie de tout le monde qui circule. Et donc, allez, le livre répond à tout. Hein. De le scénario après le Covid à est-ce que je vais encore rencontrer la personne avec qui j'ai une histoire à tout répondre. Allez, très bien. Merci. À toi. Alors, bonjour. D'abord, il faut une co-sorcière. Moi, je dirais Richard, vu son... Ah oui. Vu son, c'est moi. Voilà, c'est toi forcément. Donc, la co-sorcière doit décider si on ouvre le livre pour toi, devant ou derrière. Attends. D'abord, elle pose la question. D'abord, je pose la question. Ah, bien sûr, bien évidemment. Doit se concentrer, hein? Ça va... Pas croiser les jambes. Un ancrage. Ça va être une question sans surprise. Hein. T'as les jambes croisées. C'est bon? Oui, vas-y. Ça va être une question sans surprise. Mais en même temps pleine de surprises. Monique. Non, c'est pas elle que tu dois... Ah, c'est pas elle. Non. C'est pas à son corps que je m'adresse? C'est en général. Tu lances Je lance une question en général. Nous, on est tout là. Surtout, la chose importante, je te préviens, hein, la chose la plus importante, la divination marche seulement si la question, tu la sens du fond du cœur. Donc, ça doit être une question vraiment qui te frissonne, quoi. À quand le revenu universel? Comment? À quand le revenu universel? Question très intéressante. Je suis sûre que le livre a toujours une réponse, on va le voir aussi pour ça. Donc, alors, Richard,
On l'ouvre de devant. Devant. Tu dois dire stop. Hein. Concentrez-vous. Stop. Alors, comment ça marche la divination? La divination, ça marche. Le premier mot est celui sur lequel tombent mes yeux quand tu dis stop. Mais ça peut marcher aussi avant la page avant et la page derrière. Alors là, la réponse, le mot est champignon. Attention. Les amantes qui se sont établies dans l'île de Phoenix en Polynésie sont adonnées quotidiennement aux champignons hallucinogènes. Après quelques temps de retirement individuel, elles ont développé leur faculté d'échange. Actuellement, elles échangent aisément leurs hallucinations. Ou encore, elles les associent à celles de leur amante. Deux amantes peuvent faire ensemble de nouvelles constructions et elles se déplacent sans gêne dans leur monde mutuel. Les porteuses des fables racontent ce qu'elles ont pu comprendre de l'état halluciné des amantes de l'île de Phoenix. Elles font entrer les hallucinations dans le long conte répétitif et monotone pour qui n'a pas la patience de rester attentive aux distorsions introduites chaque fois dans les répétitions. C'est clair, hein? C'est hyper clair. Alors, les revenus universels, tu rêves. D'accord. Mais attention. Alors, j'aurais interprété ça autrement. Attends. Non, je te donne mon interprétation après, bien sûr. Alors là, tu rêves, et tu peux avoir des hallucinations, mais c'est à travers le monde mutuel qu'on va se sortir. Et mutuel, le mot-clé, c'est-à-dire que le mutualisme de nos pratiques, de nos revenus, de ce qu'on a et de ce qu'on est, en fait, qui peut nous faire sortir dans cette précarité qui ne doit plus être une précarité existentielle. Et tout ce qu'on a dit ce matin, pour moi, ça va très bien avec Champignon et surtout va nous dire que c'est à travers la création d'une communauté d'amantes, hein, qu'on peut faire face et qu'on peut aussi s'amuser ensemble avec les hallucinations des champignons. Tu peux ajouter quelque chose? Bien évidemment. Champignons, les champignons de la fin du monde. Ah ouais. Vivre dans les ruines du capitalisme. Ah oui. On y est, hein? On y est. Très bien. Merci beaucoup. Normalement, dans la divination, il y a aussi les cartes de ma mère que je sors à la fin, mais je ne les ai pas parce que c'est improvisé, donc voilà. Alors, je ne sais pas comment revenir sur le sujet. Toute question, on y Mais répondra. c'est une manière d'aller vers le public. public, parce que c'est toujours très difficile finalement, et notamment quand on est dans l'espace public, je pense, de s'adresser aux passants. Alors je ne sais pas toi comment tu procèdes, parce que tu disais sur ce que tu as fait à Naples, c'était à l'invitation d'un collectif et c'était quelque chose de très collectif. Mais comment finalement le simple passant a réagi? Est-ce que tu as réussi, comme ici, Alors, moi, normalement, dans mes pratiques qui sont... Enfin, pratiques, on va dire... moi, je l'appelle les trucs, mais sinon, on peut dire l'intervention, n'est plus de faire une différenciation entre les conférences, les performances, les lectures, etc. Mais justement de faire la même chose n'importe où. Pour moi, c'est ça la contamination des contextes et le fait de créer des espaces publics dans le sens des espaces ouverts, en fait. Donc, tout espace peut devenir un espace ouvert parce qu'on se prend le risque de ce qui peut arriver. Quand j'ai fait des choses dans l'espace public, c'est-à-dire dans l'espace, on va dire, public extérieur, j'ai fait des ateliers de drag king, par exemple, donc avec les sorties en drag king, là, par exemple, à la Frac Lorraine, d'ailleurs, c'était un des lieux où j'ai fait ça. Et l'expérience que j'ai racontée, la question est de créer un espace dans lequel les personnes peuvent se sentir accueillies, en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui passe
je cherche de créer une ambiance pour laquelle la personne qui passe peut se sentir qu'il y a la place aussi pour elle, en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que féministe, pour moi, le consentement est à la base de toutes mes pratiques et de tout ce que j'essaie de faire. Et donc, je ne fais jamais des choses qui peuvent, quelque part, faire sentir agressée une personne qui n'a pas choisi d'être là, qui passe et que... là, ce qui était intéressant, c'est que le collectif avait voulu faire cette présentation dans l'espace public pour réagir à les politiques sécuritaires de la ville. Et donc, comme ça, on a utilisé ma présence et mon livre pour faire ça. Et il y avait aussi des militaires, en fait, qui présidaient l'espace public. Et là, ça a été un peu flippant d'un côté, mais intéressant de l'autre côté, parce que j'en avais deux juste derrière. Je faisais j'ai essayé de faire abstraction de ça, de leurs fusils et tout. Mais c'était pas évident. Mais chose qui était assez intéressante, c'est que quand j'ai lu une partie qui concernait le squirting, apparemment, les militaires se sont approchés pour écouter qu'est-ce que c'était cette pratique de le squirting, comme aussi les passantes qui sont arrivées. Et je ne sais pas te dire combien de personnes qui étaient là depuis le début ont participé, par exemple, à la danse collective, à la chorégraphie collective, mais je peux te dire qu'il y avait énormément de personnes, en fait, qui ont dansé sur la place. Et même chose était passée à Turin, mais pas au centre-ville, plutôt en périphérie. Et là aussi, on avait dansé ensuite à la divination et après à la participation des personnes. Parce que je vais vous aussi poser la même question. Comment vous, finalement, vous allez vers le public aussi? Comment vous l'interpellez à travers vos pratiques? Moi, j'invite. J'interpelle pas. Je n'ai pas la politique du flyer. Je ne vais pas à la sortie des écoles pour... remplir les ateliers, j'invite et j'essaye de générer dans ma pratique un rapport de bienveillance, d'énergie positive qui donne envie de venir découvrir le lieu tout en informant un maximum. Après, on fait nécessairement, on oriente aussi le choix des gens avec qui on va développer certains projets spécifiques de co-création, mais qui vont toujours être liés aussi au temps qu'on a passé avec eux au sein des expositions, en contact avec les œuvres, qui fait qu'il y a un rapport de confiance par rapport au programme qu'on développe. Après, on en avait parlé aussi avec Camille en préparant la discussion. Pour moi, la communauté du Centre d'Art, c'est pas que la communauté artistique au sens artiste-commissaire, c'est la communauté qui inclut également les œuvres qui sont elles-mêmes vivantes, leur public. Et la présence des publics dans le lieu participe de cette communauté. Où notamment dans la ville d'Altkirch, on a un hôpital psychiatrique qu'on accueille chaque semaine pour les expositions, des temps d'atelier, là un projet de publication. Le temps passé avec les personnes de l'hôpital, c'est des moments qui sont aussi riches que les rencontres avec les artistes. Et c'est la chance de travailler dans des centres d'art qu'on ces possibilités de rencontres qui enrichissent notre parcours à nous de personnes qui aiment l'art, à un moment où ces personnes visitent le centre d'art à un moment où ils sont hospitalisés, qui a un laps de temps de leur vie qu'ils consacrent pour leurs soins, et où visiter un centre d'art, c'est une possibilité qui est donnée à un moment sans avoir jamais mis les pieds dans le centre d'art, et on se rend compte de la charge d'émotions qui circule dans ces visites, là où parfois, souvent on veut me faire croire que l'art contemporain est loin d'un public qui n'est pas familiarisé, n'est pas éduqué à voir de l'art. Les moments où j'ai eu des larmes aux yeux en faisant de la médiation culturelle, c'était des moments où j'accueillais des publics qui n'avaient jamais vu une seule exposition d'art contemporain. Donc la relation à l'art, elle est là, elle est organique.
Ouais, je trouve que tu as très bien évoqué ce lien avec les publics dans la relation. C'est la proximité, en fait, c'est la base. Et tout à l'heure, on évoquait dans une table ronde la question de l'accueil. Et c'est vrai que l'accueil au sein de nos espaces, il est central, en fait. Et en tant que petite structure, je pense que tu partages ça aussi dans ton fonctionnement, c'est que le fait d'être en milieu rural, une petite structure, ça fait qu'on va établir un lien de proximité avec les publics qui viennent. Et on prend vraiment le temps, il s'agit d'être disponible, hein, vraiment d'être à l'écoute de chaque visiteur et d'établir vraiment une relation d'échange. Et parfois, c'est être confronté à des regards divers et parfois des blocages face à l'art contemporain, puisque c'est pas forcément évident pour certaines personnes, en tout cas qui arrivent chez nous, qui ne s'attendent pas forcément à retrouver de l'art contemporain dans une synagogue. Donc parfois, il y a une non-compréhension de qu'est-ce que ça fait là. Et c'est être là en fait pour expliquer le projet et prendre ce temps systématiquement en fait. Et je pense que c'est primordial. Et il y a aussi cette notion de prise de décision. C'est qu'à un moment donné, on est dans un rapport aussi en apportant, on va dire, des explications sur le projet global du lieu dans lequel on travaille, peut-être parler de la relation qu'on a établie avec l'artiste, qu'est-ce qui l'a amené à produire des œuvres. Les publics aussi qui pouvaient peut-être être réfractaires au préalable vont changer de regard. Et c'est comme à un moment donné aussi, on facilite peut-être cette prise de décision d'un moment donné, j'accepte de ne pas voir ou j'accepte de voir certaines choses et de changer de perspective sur ce qu'on nous montre. Et je pense que notre rôle, il est là aussi, de créer ce lien et de permettre peut-être cette prise de décision dans ce sens. Après, moi, ça m'évoque aussi de chacun par rapport à nos parcours. On ne vient pas nécessairement d'un contexte familial qui allait voir énormément d'expositions d'art contemporain. Donc, c'est aussi se resituer soi-même par rapport à sa propre expérience de l'art. Et c'est vrai que notre relation au public, c'est aussi avoir aussi cette conviction que par l'art, il y a un espace d'émancipation fort. Dans la possibilité de vivre autre chose, de voir autre chose, de penser autrement, d'aborder des sujets autres que ceux qui sont abordés à l'école ou en famille. Et c'est vrai que c'est un engagement de long terme. Moi, je suis arrivé au CRAC en 2013. J'avais commencé aussi à travailler avec une association que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Culture du Cœur, qui est une association nationale qui travaille en faveur de la relation champ social et structure culturelle, où j'ai été amené à travailler avec eux dans des liens avec des groupes d'entraide mutuelle, des associations du champ social, centres socioculturels, etc. Et depuis cette année, j'ai la chance de co-présider cette association à l'échelle départementale pour le Haut-Rhin, où on est réunis au sein de l'association avec des partenaires assistantes sociales, art thérapeutes, responsables des publics d'une fondation d'art contemporain, directrice d'un lieu d'exposition en quartier prioritaire de la ville de Mulhouse. On réfléchit ensemble, sans dissocier les choses, à réfléchir, est-ce que toi... c'est l'expérience culturelle au sens large, et c'est des temps en fait, qui aussi ramènent des temps de discussion qui me ramènent à l'essence de notre travail de médiation. De rappeler ce que c'est cette possibilité d'accéder, de rencontrer, de croiser, d'entrecroiser des publics qui vivent parfois dans des mondes parallèles, où un centre d'art peut vivre dans un monde parallèle, et comment on arrive à faire croiser les routes. C'est comme un enfant qui me dit à l'issue d'une visite, mais en fait le CRAC, j'ai l'impression d'être à l'intérieur d'une faille spatio-temporelle.
Et je dis oui, c'est ça, t'as compris. Enfin que du coup de comprendre que voilà que l'art c'est une expérience qui peut être hors sol au sens pas parce qu'on travaille pas avec le territoire, mais parce qu'on va un petit peu voilà, on s'évade, on a la possibilité de voler. Eh ben merci. Je pense qu'on va conclure sur ces mots parce que c'est assez joli.